Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Une erreur précise explique les problèmes de la W13. Ce sera la cause des performances irrégulières de 2022. Ok, alors quelle est-elle cette erreur? Ça, je pense pas qu'on le saura. Mike Elliott explique ça donc dans le podcast Beyond the Grid. Il faut visiblement remonter à l'année dernière pour trouver les traces d'une erreur commise sur la conception de la F1 de cette année. En regardant comment nous avons développé la voiture, je peux pointer du doigt un moment précis de l'année dernière, lors duquel je pense que nous avons commis une petite erreur. Le fait que notre niveau de performance aussi de course en course en est une conséquence. Il s'agit d'un problème que nous avons corrigé, et c'est pourquoi nos performances ont progressé depuis. Mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir corriger complètement avant un petit moment. On travaillera dessus pour l'hiver. Il n'a pas souhaité donner plus de précision au sujet de cette fameuse erreur, mais il pourrait s'agir d'un défaut situé sur le plancher de la W13. En revanche, le directeur technique explique que le concept sans ponton avait été découvert en exploitant une faille des nouveaux règlements aéro de la Formule 1. Lorsqu'il y a une faille, vous passez l'hiver à l'observer, vous vous dites « Est-ce que quelqu'un d'autre la repérait? Est-ce que quelqu'un d'autre va développer le même concept ?» Même si notre voiture est différente visuellement parlant, il s'agit avant tout de trouver le moindre petit avantage aérodynamique. Mais c'est difficile de savoir ce que votre concept vaudra, étant donné que vous n'avez pas développé un autre. Ce n'est pas ce qui a été le plus déterminant. Lorsque vous regardez nos pontons, vous pouvez penser que les autres voitures fonctionnent très différemment, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'une solution différente. Je pense pas que ce soit très différent des autres équipes, aérodynamiquement parlant. C'est simplement quelque chose qui nous apporte un peu plus de performance. Ce sont les aérodynamiciens qui ont eu cette idée. Nous demandions ensuite à un autre groupe de personnes, généralement dirigé par notre designer en chef, de voir si le projet était réalisable. Ouais, alors est-ce que c'est le bon projet? Encore une fois, voilà, on peut se poser la question de concept sans ponton. Est-ce que c'est vraiment le bon concept? Ou est-ce que c'est cette erreur dont il ne veut pas nous décrire les détails qui pose problème, grosso modo, cette saison en fait? Mais j'espère que cette erreur, entre guillemets, sera corrigée pour 2023, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse commenter, ciao. Non mais, la FIA, les clowns, hein. Les clowns, hein, vraiment, hein. La FIA reporte son verdict sur les plafonds budgétaires, donc c'est tombé vers 17h. En ce 5 octobre, bah oui, c'était aujourd'hui normalement qu'on devait avoir le bilan de tout ça. Donc pourquoi ils reportent encore de 5 jours pour laisser gagner peut-être le titre à Verstappen? Et après on passera au bilan financier. On va passer au sujet qui fâche, c'est ça? C'est ça l'idée? Pour pas gâcher son week-end peut-être? Non mais moi je vous pose la question, pourquoi ça prend autant de temps en fait? Donc lors du week-end de course à Sakab pour la fédération avait qualifié les rumeurs qui avaient émergé de spéculations reportant ce mercredi les communications officielles sur l'analyse des données financières de la saison dernière. Dans le même temps, Ferrari et Mercedes ainsi que certaines des plus petites équipes ont fait front commun pour réclamer des sanctions exemplaires contre les éventuels coupables. Une circonstance qui n'a pas manqué d'irriter les hommes de Red Bull. Bon, on va pas revenir là-dessus, ok, on en a déjà parlé longuement. Il convient de rappeler que c'est l'administration du plafonnement des coûts qui s'occupe de cette question qui peut faire appel au conseil de sociétés indépendantes. Sont exclus du calcul total les dépenses relatives au salaire des pilotes de 3-4 supérieurs, aux frais du marketing, à la logistique, aux voyages et aux affaires juridiques. Enfin, on a beaucoup parlé des actions possibles en cas de violation du plafond. Le règlement prévoit une série de sanctions en fonction de la gravité de la violation commise. Plus tôt dans la journée, à 11h, la FIA avait informé les journalistes de la publication imminente d'une note dans les 2 prochaines heures concernant le calendrier de délivrance des certificats. L'attente s'est prolongée et à 16h50, il a été annoncé que l'analyse des documents financiers est un processus long et complexe qui est toujours en cours et qui se terminera par l'émission des certificats le lundi 10 octobre. Aucune autre communication ne sera diffusée avant cette date. Voilà. Alors certains diront qu'il se donne encore quelques jours pour magouiller les comptes. Allez, je sais qu'il y en a qui pensent ça, évidemment. Et évidemment, comment ne pourrait-on pas le penser en même temps? Non mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et je suis scandalisé par cette FIA incompétente, qui est de plus en plus incompétente d'année en année. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce report, du coup? Allez, ciao. La fausse Marina de retour à Miami en 2023. Ils sont pathétiques. C'est vrai que c'est si beau, hein. Oh là là, mon Dieu, ça nous fait rêver, hein. Du lino avec la couleur de l'eau, avec des bateaux dessus, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. On ne savait pas encore si cette installation ou diodes ont été posées sur un vinyle représentant l'eau, qui avait permis à certains internautes de s'en donner un cœur joie, serait maintenue pour la prochaine édition. Mais il a désormais été confirmé que ce sera le cas. Il y aura aussi des nouveautés, puisque l'organisation de l'épreuve a prévu d'installer des gradins permettant d'accueillir 56 000 fans en 2023, soit 3 000 de plus que cette saison. Des plateformes permettant d'avoir une meilleure vue de l'action en piste feront également leur apparition.
Tyler Epp, président de la F1 Miami, a déclaré « Toute l'équipe travaille dur pour s'assurer que nous offrirons une expérience fantastique à nos fans pour cette deuxième année. C'est très excitant pour ceux s'étant enregistrés sur la liste de pouvoir acheter leur billet dès le 3 octobre. 2023 verra le retour de la marina iconique et du Hard Rock Beach Club qui compte parmi les sites les plus populaires du Miami Campus. Nous avons écouté nos fans cette année, nous avons planifié de rajouter de l'ombre, des accès à l'eau, ainsi que des plateformes permettant d'avoir davantage de vues autour du circuit. Pour cette deuxième année, nous continuerons de proposer ce que Miami a à offrir de meilleur, la culture, le spectacle, la nourriture, la musique et la communauté. Et on veut un peu de plus de spectacle en piste, parce que c'était pas le pire, mais pas ouf quand même. Hein. Donc voilà, est-ce que vous êtes hypé par Miami année 2, comme il dit? Allez, ciao. Ferrari dément toute cyberattaque après un changement de sponsor en F1. De nombreuses données volées alors que Casper Sky a laissé sa place à Bitdefender. Alors, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Au début de cette année, les logos du sponsor russe de longue date de l'équipe Casper Sky ont été retirés de la voiture suite au conflit en Ukraine. Ces espaces vides ont maintenant été remplis par les logos Bitdefender, une société roumaine de cybersécurité. Bitdefender s'engage à défendre les organisations et les individus du monde entier contre les cyberattaques afin de transformer et d'améliorer leur expérience numérique. Mais juste au moment où cette nouvelle devait être communiquée, les médias italiens ont rapporté que Ferrari avait été victime d'une cyberattaque ces derniers jours. Des documents internes ont été volés par un groupe utilisant un rançon logiciel. Ce groupe prétend avoir également volé des données et contrats concernant les clients, fiches techniques et des manuels de réparation et d'entretien, très précieux car hautement secrets, et plus de 7 gigaoctets d'informations diverses. Une capture d'écran du piratage et de la fuite présumée montre un document marqué confidentiel. Cependant, Ferrari a insisté. Nous sommes conscients que certains médias ont indiqué qu'il y a eu une divulgation d'informations et que certains documents sont disponibles en ligne. Ferrari n'a aucune preuve de ransomware ou d'une violation de ces systèmes et rapporte qu'il n'y a eu aucune interruption de ces opérations. La société s'efforce d'identifier l'origine de l'événement et mettra tout en œuvre les initiatives nécessaires. Ok, d'accord, bon. Bah, s'ils sont aussi bons en informatique qu'en stratégie, ils vont pas trouver les coupables du coup. Hein. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Wolf, Red Bull aura un gros avantage avec son moteur 2026. Pourquoi? C'est pas possible. C'est un cauchemar, le mec, il devient fou. Wolf ne pense pas que Red Bull fera un pas en arrière au moment de la nouvelle réglementation en 2026. Il pense que Red Bull sera parfaitement préparé grâce à l'utilisation du moteur Honda actuel, qui servira d'étalonnage. Ils seront en bonne forme d'ici 2026, j'en ai aucun doute là-dessus. Ils ont un gros avantage en ce sens qu'ils peuvent se comparer, quelle que soit leur activité, à l'un des meilleurs blocs propulseurs actuels avec Honda. Ils l'ont dans la voiture, ils savent quelle performance ils apportent, quelles sont les caractéristiques de l'unité de puissance, et c'est pourquoi l'apprentissage où se trouvent les objectifs, ce serait assez évident. C'est donc un gros avantage, tout comme l'autre que vous pouvez acheter. Ils ont engagé de bonnes personnes, ils ont investi énormément, et ils ont beaucoup d'ambition, c'est ce qui se voit du côté du châssis, donc c'est un concurrent que nous devons prendre au sérieux. Et Red Bull a notamment recruté plusieurs ingés provenant de chez Mercedes, mais ce n'a pas agacé ou frustré Wolf, qui comprend les changements d'équipe. On ne peut pas arrêter les voyageurs, si un vagabond a besoin de partir, qu'il parte. Un vagabond. Eh oui, les collabos qui changent d'équipe. Quel scandale. Tout ça pour plus de monnaie, hein. Aucune dignité. Je n'ai aucun problème avec le départ des gens, nous avons perdu quelques bonnes personnes et d'autres moins bonnes. C'est notre responsabilité de nous développer de l'intérieur et d'amener les prochains leaders, ce qui est normal. Très bien. Et bien d'ici là, il y aura quelques saisons avant 2026, on verra ce qui se passe. Est-ce que Lewis Hamilton sera toujours en F1 en 2026 ? Honnêtement, j'en doute. Mais bon, s'il plonge pour 5 ans, il sera encore. Et on attend toujours évidemment le compte rendu de la FIA. Il est 13h52 à l'heure où je fais cette vidéo, toujours rien. Ciao. Vettel doute sur la qualité d'éducation de Verstappen. Oula Vettel. Alors là, il va pas se faire des amis. Hein. Il prévient que des méthodes dures comme celle de Jos Verstappen peuvent conduire à des traumatismes irréversibles. Marco a de nombreuses reprises comparé la jeunesse de Vettel et celle de Max, car bien que radicalement opposées, elles ont conduit à des résultats similaires. La cruauté de Jos Verstappen envers Max l'a parfois obligé à affronter des conditions de course auxquelles beaucoup ne soumettraient pas un enfant de 10 ans. Vettel a été élevé d'une manière très différente. Il doute qu'appliquer la violence et la cruauté soit la meilleure chose à faire. Bien au contraire, il met en garde contre les traumatismes qu'une telle éducation peut créer dans la vie adulte. À votre avis, qu'est-ce qui rend une personne plus résiliente ? N'ai jamais été battu, même si vous êtes battu toute votre vie. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche d'être aimé et d'expliquer comment le monde fonctionne ? Si vous comparez les deux, qui est le plus résilient ? La résilience, c'est le fait que si quelqu'un vous frappe, vous ripostez. Ou la force, c'est le fait de comprendre ce qui vient de se passer, de réfléchir, de prendre des mesures à partir de là.
En tant que parent, je suis évidemment confronté à ces défis tous les jours. Et si vous vous dites, ok, mes enfants peuvent répondre, vous devez aussi faire face au fait qu'ils répondent et qu'ils sont impertinents. Je pense donc que c'est fascinant parce que ça façonne une grande partie de ce que nous sommes plus tard et la façon dont nous gérons les situations. Je ne parle pas du nombre de courses que nous gagnons. Notre enfance est fondamentale. Vous pouvez faire beaucoup de choses bien et vous pouvez faire beaucoup de choses mal, a déclaré Vettel en conclusion. Très bien. Bah écoutez, je suis plutôt d'accord avec lui. Max, il a pas été élevé dans la douceur, on peut pas dire ça, donc est-ce que ça a fait de lui un meilleur pilote? Je ne sais pas, en tout cas, il a pas eu trop le choix, on va dire ça comme ça, sinon il se faisait taper sur la gueule. Donc écoutez, plutôt d'accord avec Vettel sur ce coup-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Toto Wolff, le jeune lion Russell, a du respect pour Hamilton. La dynamique fonctionne très bien entre les deux. Bah tant mieux qu'ils s'entendent bien d'un côté. Ils ont une très bonne relation en dehors, ils collaborent parfaitement, mais ils doivent trouver leur relation sur la piste également parce qu'ils n'ont pas eu de course serrée entre eux encore. Quand nous retrouvons une F1 incapable de gagner, ce sera pour le moment une autre histoire. Oui, c'est sûr. Quand ils se battront pour la victoire, les deux, on verra comment ça se passe. Il y a eu Zandvoort toutefois, et à mon avis c'était un peu trop proche, ça aurait pu mal tourner, mais ils le savent, ce sont des experts. La façon dont je décris leur relation, c'est vraiment le respect du débutant, qui reconnaît que son équipier est le plus grand pilote de tous les temps avec Michael Schumacher. Et le respect de Lewis qui se revoit d'une certaine manière en termes de talent et d'âge quand il avait son âge. Aussi étrange que ça puisse paraître, parce que votre équipier est votre premier ennemi, Lewis conseille George d'une certaine manière. Et George accepte ce rôle de jeune lion, tout en ayant toujours l'ambition de battre son équipier un jour, puis de gagner des courses et des championnats. Et je pense que cette dynamique fonctionne très bien. Bien que Russell ait réussi à décrocher sa première pole en Hongrie, et s'est marqué 7 podiums cette année, dont une deuxième place à Zandvoort, cette première victoire lui a jusqu'à présent échappé. Il aurait pu avoir une victoire quand il a sauté pour la première fois dans la voiture il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, c'était au Grand Prix de Sakir. Convaincu que Russell montera un jour sur le pilote de marche, Wolff ajoute, George a une grande personnalité. Il espérait évidemment être dans une Mercedes et gagner des courses et des championnats. Mais c'était pas le bon timing, au moins il a progressé et il est vers l'avant du peloton maintenant avec nous. Le moment viendra pour lui, il gagnera des courses. Il se battra pour des championnats et je pense qu'il l'a absolument en lui. Mais peut-être qu'il y aura encore un autre championnat pour les Lewis entre les deux. Ouais. Alors, franchement, déjà, il faudrait faire une voiture compétitive avant de penser à gagner des courses régulièrement. Toto, désolé, la W13 est ratée, il faut le dire, donc, enfin ratée. Elle est toujours mieux qu'une Haas, évidemment, mais bon. Par rapport à Red Bull et Ferrari, elle est ratée, on va dire. Donc, règle tes problèmes, là, avec ta W14, et puis après on verra, Allez, ciao, ciao. Jean, allez-y. L'argent est un problème pour l'accession à la F1. Ah bah, ça c'est clair. Allez-y est heureux que son fils Giuliano puisse courir au Japon en regrettant que les filières jeunes pilotes et les formules de promotion soient l'apanage des pilotes riches sur le vieux continent. En Europe, les équipes de F1 ont leur programme pour développer les jeunes talents, mais au final, le problème reste l'argent. 4 pilotes en Formule 1 aujourd'hui sont des fils de millionnaires, c'est la réalité. Mais les programmes de formation du Japon ne signifient pas que seuls les millionnaires peuvent y entrer. Par rapport à l'Europe, c'est plus raisonnable. C'est le gros problème en Europe et c'est devenu le plus gros problème que j'ai eu avec Giuliano. Il y a toujours eu Mazepin, Norris, Latifi, Stroll, qui sont tous allés en F1. Et il y a beaucoup de pilotes de ce genre en Europe. L'argent est plus important que vos performances en tant que pilote. Alors, je suis d'accord avec Mazepin, oui. Avec Latifi et Stroll, alors Latifi aussi, Stroll un peu moins, parce que Stroll il est quand même meilleur que Latifi et Mazepin selon moi, quand même. Il arrive à régulièrement devancer Vettel, donc c'est pas une bille non plus. Et Norris, je suis pas du tout d'accord. Son père est peut-être riche, mais lui il est très bon aussi, Norris. C'est un futur champion du monde, je pense. Alors désolé Jean, je t'aime bien, mais ton fils c'est pas bon, faut aussi le dire. Son fils s'est fait éclater dans les formules de promotion la plupart du temps, donc il mérite pas d'être en F1 de Giuliano. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Alors peut-être qu'il va faire une bonne carrière au Japon, je sais pas, tant mieux pour lui, mais bon. Il est pas assez bon pour la F1, ça c'est clair. Le Français confirme que chaque saison de F2 disputée par son fils a coûté 2 millions d'euros. Dans n'importe quelle catégorie, même si vous faites de bons résultats, vous aurez besoin de beaucoup d'argent pour monter en grade. C'est un système inacceptable et étrange pour nous. On va voir sa carrière à Giuliano là. Alors, résultat en compétition automobile, ouais, ce que je veux. Alors, championnat de France de F4, 4ème et 2ème. MRF Challenge, c'est quoi cette merde là? C'est un truc indien, c'est nul. Il a fait 23ème. GP3 première année, 22ème, et la deuxième année, 5ème, ok. Il a refait une année chez Trident, 7ème du coup. Formule 2, première saison, 15ème. Deuxième saison, 17ème, oh là là, il est nul, désolé, mais bon, c'est quoi ces résultats là? Il y a qu'en F4 où il a été à peu près bon, mais après, c'est de la merde quoi. Alors, au Japon, du coup, Super GT 300, où il a fait que 8 courses, il finit 36ème du championnat, bon, il a pas fait toute la saison. Il
J'imagine qu'en Super Formula non plus, il a pas fait toute la saison. 5 courses, une podium, une victoire, 11e au final. Super Formula Lights, deuxième. Alors, j'imagine que c'est une formule de promotion de la Super Formula du coup. Super GT 500, 9e. Et Super Formula en 2022, il a pas fait toute la saison non plus. La saison doit être en cours d'ailleurs, je pense. Pour l'instant, il est 20e. Hein. Ouais, bon, il mérite pas la F1, désolé de le dire. Hein. J'aime beaucoup Jean, mais là, non. Faut arrêter, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de Giuliano? Allez-y, ciao. Wolf a découvert comment rendre sa F1 bien plus compétitive en 2023. Le but pour nous sera de nous battre pour les championnats. Il a expliqué que si l'écurie de Brackley ne parviendrait pas à rendre sa W13 compétitive d'ici la fin de saison, elle a en revanche identifié une manière de gagner de la performance de manière significative sur sa place l'année prochaine. Pour comprendre l'origine de votre manque de performance, vous devez éplucher chaque couche une par une. Sommes-nous vraiment au courant de toutes les questions et de leurs réponses? Non. Mais je pense que nous avons découvert la raison de notre manque de perfo. Ce n'est pas quelque chose que nous pourrons changer cette année. Il s'agit de décisions que nous avons prises pour l'année prochaine. Mais je ne suis pas sûr à 100% que je vous dirai. Cette année, nous allons nous battre pour les championnats du monde. C'est le but, mais nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. Ouais, c'est encore une fois, dans ses déclarations, il se contredit un peu, je trouve. D'un côté, il dit on a trouvé les problèmes de la voiture pour l'année prochaine. Et de l'autre, il dit bah je suis pas sûr quand même qu'on se batte pour le titre, donc prenez ça avec des pincettes. Mais super quoi. Donc écoutez, on verra bien. Hein. Je sais plus trop quoi penser de cette équipe. Hein. Bon, allez, je vous laisse commenter, ciao. Hamilton parle de l'origine de son nom, donné par un propriétaire d'esclaves. Oula, ça part. On part sur l'esclavage, là. Ça se tend, là. C'est tendu, là. Hein. En grandissant, je savais que j'étais d'origine caribéenne et biraciale. Mais ce que j'ai découvert, c'est comment nous avons arrêté du nom Hamilton. Robert Hamilton était un propriétaire d'esclaves écossais, qui avait une plantation et environ 150 esclaves. À un moment donné, ces esclaves ont alors pris le nom de leur propriétaire. Cette confidence, faite ces derniers jours par le pilote Mercedes, démontre une nouvelle fois sa volonté de continuer à se plonger dans ses racines, l'histoire des siens, comme son voyage dans différents pays africains et méditerranéens en atteste. Ce n'est que lorsque j'ai atteint la trentaine que j'ai voulu emprunter la voie de la découverte de mes origines, pour essayer de comprendre d'où venait le nom d'Hamilton. Mais aussi, d'où nous étions originaires et d'où venaient les esclaves sur les navires vers les Caraïbes. Lewis Hamilton, qui a par ailleurs également rendu hommage à ses grands-parents. Là où je me suis toujours senti plus à l'aise, c'est lorsque je suis retourné à Grenade, où vivaient mes grands-parents et certaines de mes tantes et cousins y vivaient. Quand j'y étais, on ne m'a jamais dit de rentrer dans mon pays, et je n'y ai jamais connu de racisme ou de discrimination. Donc voilà, Robert Hamilton, hein, évidemment, propriétaire de 150 esclaves. Incroyable histoire. Alors attendez, parce que sur Next Gen, il y a d'autres détails là. À un moment donné, ces esclaves ont pris le nom du propriétaire. Il y avait un autre propriétaire d'esclaves dont le deuxième nom était Davidson. Mon grand-père a fini par s'appeler Davidson Hamilton, ce que j'ai eu en nom. C'est donc plutôt cool d'en savoir plus à ce sujet. Ma grand-mère venait de Trinidad. Et la première fois que j'y suis allé, c'est quand j'avais 4 ans. Et Grenade, au cas où on l'a vu. Bon bah écoutez, voilà, pour cette histoire d'esclavage, pas très gai, faut pas se mentir. Mais bon, au moins il connaît ses origines, les origines de son nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Le programme du Grand Prix du Japon, bon bah évidemment, premier Grand Prix du Japon depuis que j'ai créé la chaîne, puisqu'on n'en a pas fait en 2020 ni en 2021, n'est-ce pas? Alors, clairement je me lèverai pas pour streamer, que ce soit les EL1, 2 ou 3. Les qualifs et la course, j'hésite encore, j'avoue. Est-ce que je me dis je vais regarder ça en différé ou pas? Ou est-ce que je vais regarder en direct? Ça dépendra aussi des chances de pluie et de la grille de départ, je pense. Donc EL1, 5h, 6h sur Canal+ Sport, EL2, 8h, 9h30. Ils ont rajouté 30 minutes pour Pirelli, là. Les essais 3, 5h, 6h sur Canal+ Sport. Les qualifs de 8h à 9h le samedi, toujours sur Canal+ Sport. La course dimanche, normalement, à 7h, si la pluie ne reporte pas le Grand Prix. Justement, allons voir la météo. Oh là, vendredi, ça va pas beaucoup rouler, je crois. Hein. Oh putain. Oh putain. Oh là là, mon dieu, c'est quoi ça? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Samedi, ça devrait rouler. Il fait plutôt beau. Ouais, ça devrait aller. Et dimanche, pourquoi ça revient à la journée d'avant? À chaque fois, ça bug là, putain. Dimanche, pas ouf, hein, aussi, hein. Bah, il pleuvra moins normalement que le vendredi. Je vois que les millimètres sont un peu moins. Ouais, normalement ça devrait quand même être praticable le dimanche.
C'est insupportable, hein, ce site, hein, par contre, qui revient toujours sur le jour d'avant, là. Sachant que la course là-bas, elle sera à 14 ou 15 heures. Ouais, non, il devrait pleuvoir hein, pour la course, mais pas de report a priori, hein, il pleuvra pas suffisamment pour qu'il y ait un report, enfin j'espère. Bon, par contre vendredi, ça roulera pas, hein, ou très peu je pense. Raison de plus pour pas se lever le vendredi. On verra pour le samedi et le dimanche. Et vous alors, est-ce que vous allez vous lever pour voir les qualifs au moins et la course? Dites-moi en commentaire, tiens, ciao.